Avec la première invitée de la matinée, Karine Jacquemart, bonjour. Bonjour. Directrice de Foodwatch France. Foodwatch, c'est une ONG fondée en 2002 en Allemagne après la crise de la vache folle. Vous militez pour une meilleure alimentation, une meilleure traçabilité de nos aliments et vous militez donc contre la ratification du CETA, le traité commercial entre le Canada et l'Union européenne. Votre association s'inquiète des conséquences alimentaires de ce traité ? Oui, et au-delà, malheureusement, sur la question de la démocratie et de la transparence en Europe, dont on a cruellement besoin. Pourquoi? Parce que le CETA, cet accord entre l'Union européenne et le Canada, tout comme le Mercosur entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, présente les mêmes dangers parce que ce sont des accords de commerce de nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, un accord de commerce, ça cherchait essentiellement à supprimer les tarifs douaniers. Point. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et donc, les tenants du libre-échange, avec ces accords, mettre en place des nouveaux mécanismes pour en fait supprimer ou contourner tout ce qui peut ressembler à des barrières au commerce. Le problème, c'est que même nos normes sociales, environnementales, et par exemple les résidus de pesticides, les OGM qu'on interdit ou non, etc., sont considérés comme des barrières au commerce. Alors parlons précisément de ce qu'on trouvera dans notre assiette. Vous expliquez, vous affirmez que on retrouvera de la viande bovine avec des farines animales. Voilà, alors il ne faut pas se tromper de débat. Parfois, on nous dit vous jouez sur les peurs. Pas du tout. On regarde les faits. Donc, les faits, c'est que ça va avoir un impact sur les normes existantes et surtout sur les normes futures. Les normes existantes, en effet, le bœuf aux hormones est interdit en Europe. On n'a jamais dit que le CETA allait ramener le bœuf aux hormones. Mais en revanche, au Canada, on fabrique toujours, effectivement, on nourrit toujours du bétail avec des farines animales, un certain type de farine animale, pas toutes. Mais Voilà, c'est ça, parce que à votre micro la semaine dernière, Bruno Le Maire nous disait mais non, c'est pas du tout, les farines animales sont interdites et elles vont demeurer interdites. Il y a deux types de farines animales. tout à fait. Et ce qui est scandaleux, c'est que là, il y a effectivement une espèce de poker menteur avec un entêtement du gouvernement qui cherche absolument à mettre en avant des arguments. Rassurez-vous, avec le CETA, tout va être formidable, quitte à mentir. Et donc, en effet, sur les farines animales, il y a deux types de farine animale. Ce qui est farine animale qui vient, par exemple, du sang, des poils, etc., est utilisé au Canada. Et les règles de production ne sont pas les mêmes que les règles d'importation. Donc, ça a été confirmé par le ministère de l'Agriculture. Oui, on importe en Europe ces bovins. Il y a aussi l'utilisation d'antibiotiques comme activateurs de croissance au Canada, et ça, on ne l'a plus en Europe. Pour autant, on peut les importer sous certaines limites. Donc ça, ce sont les règles aujourd'hui. Donc quand on nous fait croire que les normes sont les mêmes au Canada et en Europe, ce n'est pas vrai, et il y a un problème à l'importation. Mais les risques du CETA, c'est surtout sur le futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'accroche deux épées de Damoclès au-dessus de la tête, parce que quand on va vouloir demain décider, par exemple, d'interdire le glyphosate, ou un autre pesticide, ou un nouvel OGM, où on le sait en Europe, on traîne, mais on travaille sur la réglementation des perturbateurs endocriniens, où on a interdit un additif alimentaire comme le E171. Toutes ces mesures de protection qu'on veut prendre en Europe, eh bien les deux épées de Damoclès, c'est qu'on risque de se faire attaquer par le Canada comme partenaire commercial d'une part, et par des investisseurs privés étrangers basés au Canada à cause du tribunal d'arbitrage qu'on met en place. Et ça, c'est pas de la science-fiction, parce que le Canada nous a déjà attaqués par le passé. Justement, le Canada a attaqué l'Europe devant l'Organisation mondiale du commerce quand on a interdit l'importation de bœuf aux hormones. Également quand on a fait un moratoire sur les OGM. Et on a perdu à chaque fois. Et vous savez pourquoi? Parce que le principe de précaution n'est pas reconnu ni par le Canada, ni par l'Organisation mondiale du commerce. Or, dans le CETA, est-ce que les Européens, les négociateurs européens, du coup, se sont dit « Tiens, ça va être malin de vraiment garantir le principe de précaution et d'exiger de nos partenaires canadiens de dire « On ne vous attaquera pas quand on prendra une décision pour la santé ». Eh bien non, on ne l'a pas fait. Le principe de précaution n'est pas explicitement mentionné. En revanche, le CETA fait référence aux règles de l'OMC, contre lequel on perd à chaque fois. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est incompréhensible. Karine Jacquemart, directrice France de Foodwatch. Quand on regarde les chiffres communiqués par le gouvernement, parce que, et on va en reparler, le CETA est déjà entré en application, on nous dit que le Canada n'a exporté que 2% de son quota de viande et que les importations de viande canadienne, c'est 0,003% de la consommation française. C'est pas une déferlante.
Oui, mais c'est de la mauvaise foi. Parce que la particularité aussi du CETA, c'est que c'est un accord vivant. Donc, on n'est pas en train de mettre dans l'accord le Canada va empêcher l'Europe d'interdire le glyphosate. On est en train de mettre dans l'accord qu'on va mettre en place des comités thématiques, qu'on va chercher à harmoniser les normes, qu'on va C'est un, beaucoup plus c'est dialoguer, un accord etc. évolutif. C'est un accord évolutif. Ce que ça veut dire, c'est que le Canada, ses intentions sont très claires. On n'a rien contre les Canadiens, évidemment, mais soyons très clairs, qui est le Canada en tant que partenaire commercial? C'est pas mieux que le Mercosur. Il y a eu la première réunion du comité sur les produits phytosanitaires. D'accord. C'est-à-dire les pesticides, les OGM. Qu'est-ce que le Canada a mis à l'agenda de la première réunion? Le glyphosate. En soulignant la question, qu'est-ce qui se passe si un État membre interdit le glyphosate alors que les autres États membres de l'Union européenne ne le font pas? C'est-à-dire qu'avant même qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse d'interdire le glyphosate en France, le Canada, à travers le CETA, a déjà pointé du doigt que ça leur posait un problème. Et en juillet, le Canada et 14 autres pays viennent encore d'écrire, on a la lettre, on l'a publiée hier, ils ont écrit à l'Organisation mondiale du commerce pour de nouveau se plaindre du principe de précaution européen qui permet de protéger les consommateurs, les citoyens et la planète. Donc on va signer un accord de commerce qui va nous empêcher d'avoir une Europe qui protège, que l'on promet, pour en plus un intérêt économique qui est ridicule. Regardons la dernière étude d'impact. C'est pour cela que vous parlez d'un traité antidémocratique. Il est antidémocratique parce qu'il a été négocié, comme tous les autres accords de ce type, dans l'opacité la plus totale. Il est antidémocratique parce que demain, il va empêcher les législateurs élus en France comme en Europe de décider librement des règles qui vont protéger les travailleurs, les citoyens, la planète. D'où on accepterait ça. On fait déjà du commerce avec le Canada. On n'a pas besoin de se tirer cette balle dans le pied. Donc des accords de commerce, oui, mais à condition qu'ils ne soient pas au détriment de la planète et des droits des citoyens. Karine Jacquemart, tribune de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem dans Libé ce matin. Elle rappelle que l'obésité augmente considérablement dans les pays riches, que la malnutrition est repartie à la hausse dans les pays les moins riches. Elle explique qu'il faut changer globalement de régime alimentaire. Vu de Foodwatch, qu'est-ce que vous en pensez et à quoi ressemblerait alors le régime alimentaire des années 2020, 2030, 2040? Par le régime alimentaire, ce qu'il faut bien regarder, c'est l'offre quand même. Moi, je suis choquée, j'ai travaillé dans l'humanitaire par le passé, donc la malnutrition, je connais. Aujourd'hui, je travaille à Foodwatch. Les questions de surpoids et d'obésité, on les voit et l'Organisation mondiale de la santé nous alerte. Donc il faut regarder l'offre, il faut regarder quand même le contrôle de certaines entreprises qui contrôlent absolument tout dans le monde sur l'offre alimentaire. Ni la malnutrition, ni le surpoids et l'obésité ne sont des fatalités. C'est une question de choix politique, c'est une question de forcer également les grandes entreprises, les grandes multinationales qui contrôlent beaucoup l'offre alimentaire dans le monde à arrêter de faire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est quoi? C'est trop de sucre, trop Mais bien d'additifs, sûr, trop de sel? mais ils le reconnaissent eux-mêmes quand on discute avec eux. Moi, j'ai discuté récemment encore, on discute tout le temps avec les entreprises. Les plus sensés disent qu'ils sont allés trop loin. Ils ont passé des décennies à enlever les nutriments utiles pour la santé et à les remplacer par du sucre ajouté. Pourquoi? Parce que le sucre est addictif et qu'il est moins cher. Aujourd'hui, on se bat pour que le Nutri-Score, ce logo nutritionnel, puisse être adopté et rendu obligatoire en Europe. Mais on se bat aussi, et le gouvernement l'a bloqué depuis 2 ans, pour qu'il y ait une interdiction en France de la publicité et du marketing qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Là encore, certains députés, y compris de la majorité, comme sur le CETA, étaient de bonne volonté, mais ils ont été bloqués par le gouvernement qui refuse de prendre ces mesures. C'est scandaleux. Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch France, merci d'être venue ce matin sur France Inter.